On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la fin de l'échéance des mises en candidature pour la Gala de l'excellence de la Chambre de commerce. Mais d'abord, elle veut aider les entrepreneurs à se dépatouiller un peu quand vient le temps de mener à bien des projets. Réalisez vos rêves, concrétisez vos projets. Est-ce que vous avez besoin de gens pour vous aider à les mener à terme? On sait que parfois, ça peut être compliqué quand on est entrepreneur ou promoteur. Bref, la personne que je vais vous présenter, elle est déjà quand même très occupée dans la vie parce qu'elle est courtière immobilière chez Royal Lepage Origine. Elle est présidente aussi de cette bannière-là. Et là, visiblement, elle a décidé d'en ajouter une couche et d'offrir un peu ses services pour vous aider dans vos projets. C'est Audrey Bédard. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Ça part d'où, cette idée-là? Ça part du fait que je développe des projets pour moi depuis plusieurs années déjà. Puis je me suis rendu compte, en faisant de l'immobilier beaucoup, que les gens ne savent pas trop par où commencer quand ils ont des projets de développement. Ils peuvent avoir des terres, ils peuvent avoir un immeuble commercial ou des immeubles résidentiels. Ils sont un petit peu figés dans leur démarche parce qu'ils ne savent pas entreprendre les étapes pour se rendre justement au développement de plein potentiel de leur immeuble. Mais on va se dire les choses, c'est parfois très compliqué. Oui, oui. Et ça ne devrait pas l'être, mais non. Ça l'est. Effectivement. Il y a beaucoup d'étapes pour se rendre justement à l'étape finale de, si je peux dire, empocher le gain de tout ça. Si je prends un exemple d'un mandat que j'ai eu d'un terrain qui est zoné industriel. Mes clients veulent le dézoner pour faire un projet résidentiel de 225 unités dans le Bron-Missisquoi. Par où commencer? On part de où? Donc, moi, je m'occupe de tout. Je fais vraiment un clé en main, puis je franchis les étapes. C'est facile de se perdre. L'an passé, un propriétaire d'une entreprise à Saint-Jean avait des projets d'agrandissement. Bon, il y avait le contexte politique qui n'était pas simple. Bref, il n'a comme pas frappé à la bonne porte. Il n'a pas parlé aux bonnes personnes. Puis finalement, il a investi des milliers de dollars pour préparer des plans. Puis là, finalement, ça a tombé entre deux chaises à la ville. Après ça, le CCU a arrêté de siéger, le comité consultatif d'urbanisme, genre le dernier meeting au mois de mai. Après ça, mais là, il se passe quoi? Bien, il n'y a rien avant les élections. Mais oui, mais je fais quoi avec mon projet? C'est terminé. Fait que malheureusement, des fois, les gens, par méconnaissance, ne frappent pas aux bonnes portes, ne parlent pas aux bonnes personnes et ne s'y prennent pas de la bonne façon. Effectivement. Et ça crée des frustrations. Exactement. La base, c'est vraiment d'établir un échéancier, puis vraiment, étape par étape, dans le temps, finalement, comment on va franchir toutes les étapes. Puis c'est très compliqué, c'est très complexe. Il y a beaucoup d'administration à faire, de bureaucratie aussi. Tu dois parler aux bonnes personnes, tu dois vraiment avoir quelques portes ouvertes, là, mais sinon, quand on a un dossier qui est bien monté, en général, ça va bien, ça va vite, mais effectivement, il faut savoir comment s'y prendre. Est-ce que les personnes qui travaillent, comme toi, dans l'immobilier, sont probablement les mieux habilitées à comprendre les astuces de ce que ça prend pour mener à bien un projet? Autrement dit, c'est déjà des connaissances ou des compétences que vous avez dans votre propre domaine. Oui, c'est sûr que les étapes de l'acquisition et le développement et tout ça du financement est acquis par les courtiers immobiliers, ça c'est certain. Maintenant, si on pousse un petit peu plus loin la réflexion, et c'est aussi d'être stratégique puis imaginatif. Donc, exemple, on prend un immeuble, je vais prendre le Margarita parce que c'est un exemple qui est concret, qui était vide. On ne savait pas trop quoi faire avec cet immeuble-là. Et puis, on l'a emmené à un autre niveau. Donc, on est allé chercher des subventions de la ville, on est allé chercher du financement. On a été imaginatif pour avoir un concept de propriété qui allait prendre de la valeur. Tu sais, c'est vraiment aussi, c'est pas juste de faire des changements de zonage, c'est d'amener la propriété à un autre niveau. Bon, et d'ailleurs, le bâtiment auquel on fait référence est devenu aujourd'hui la Grange Bar à Vin, donc un restaurant dans lequel vous êtes copropriétaire. Mais dans le fond, à la base, quand vous avez acheté cet immeuble-là, est-ce que c'était dans l'objectif de l'opérer en restaurant ou si même vous avez regardé d'autres hypothèses potentielles? J'ai regardé plusieurs hypothèses. En fait, quand j'ai acquis cet immeuble-là, je ne savais pas trop ce que j'allais faire avec ça. Je savais, par contre, que c'était un peu la porte d'entrée du Vieux-Saint-Jean.
un des premiers immeubles qu'on voit quand on arrive dans le Vieux-Saint-Jean. Je trouvais qu'il n'était pas assez maximisé. Donc, mon idée première était de faire un diners avec ça. Là, je vois qu'il y a un autre diners qui est en train de s'ouvrir pas très loin. Puis est arrivé le COVID. On a eu le temps de poser un petit peu tout ça, puis de se dire, bon, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui manque, puis voici où on en est. Ouais. Mais en même temps, vous êtes allé, comme on dit, maximiser toutes les possibilités avec cet immeuble-là. Exactement. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas trop le domaine n'aurait peut-être pas su que des subventions étaient possibles. Exact. Qu'on pouvait changer telle ou telle affaire. C'est un peu Exactement. ça aussi, parce que dans le cas, entre autres, du centre-ville, il y a beaucoup d'immeubles qui sont dans les fameux PIIA, les plans d'intégration, machin truc, ce qui fait que même pour changer une poignée de porte, il faut presque demander un permis. Exactement. Ce qui est très limitatif pour les gens, entre autres dans les terrains du centre-ville. Mais quand je regarde, dans le fond, ce que tu veux faire là de façon officielle, tu le faisais déjà un peu de façon non officielle avec tes clients auparavant. Exactement. Là, c'est juste que je mets mon offre de service de l'avant pour aller chercher le plus de visibilité possible, dans le sens où il y a tellement d'espace puis il y a tellement d'endroits qui, je trouve, ne sont pas maximisés, que tant mieux, je vais le faire. Ça va me faire plaisir d'offrir mes services pour le faire. Des fois, les gens se disent, bon, bien là, j'ai acheté un immeuble, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le rénove? Est-ce que je peux le rénover? Est-ce qu'il faut que je demande des permis? Si je fais un agrandissement, un nouveau cadastre, une subdivision, un dézonage, tu sais, il y a toutes sortes de possibilités. Exactement. Ça peut aller aussi de l'immeuble à revenu résidentiel qu'on veut convertir en unité de condo dans le but de la revente. Il y a beaucoup d'étapes. Est-ce que c'est loué? Est-ce que, comment va fonctionner C'est un bon exemple. On m'a dit, moi, je suis propriétaire d'un 6 logis. Oui. Là, je dis, OK, je veux le transformer en condo. Oui. Est-ce que j'ai le droit? C'est là où je vais intervenir, à ce moment-là, où je vais vérifier probablement la faisabilité du projet. Puis par la suite, je vais vraiment... je suis très bien entourée, là, j'ai une belle équipe, donc je vais vraiment m'assurer là, que tout fonctionne avant de dire oui, on le fait. Bon, parce que quand je regardais la publication sur les médias sociaux, on dit « Obtenir des solutions pratiques, efficaces et ingénieuses, des échéanciers réalistes ». Oui. Ça, c'est la clé de l'affaire, parce que s'embarquer dans un projet, c'est une chose. Oui. Et là, aujourd'hui, avec les délais administratifs, pénurie de main-d'œuvre ou de matériaux dans certains cas, la date qu'on a choisie ne sera peut-être pas celle qui sera réaliste. Exactement. Donc, c'est vraiment d'établir... à force d'en faire, à force d'être vraiment dans cette poutine-là, on se rend compte que les échéanciers peuvent être beaucoup plus longs que prévu, les budgets peuvent être beaucoup plus hauts que prévu, tout augmente. Donc, même au niveau des budgets de construction, on ne peut plus se fier au budget qu'on avait il y a 2 ans. C'est plus du tout la même chose, donc oui. Bon, on parle prenons des exemples de dézonage, développement de terrains ou d'immeubles commerciaux, des mandats de lobbyistes de conseil, présentation auprès des instances publiques ou encore de la CPTAQ, donc la Commission de protection du territoire agricole du Québec, recherche de financement et de subventions dont on parlait tantôt. Donc, c'est toutes sortes de possibilités. Là, est-ce que déjà, il y a des gens qui, dans les derniers jours, ont dit « Hey, justement, j'ai un projet, j'aurais besoin d'aide, pouvez-vous m'aider? » Oui, effectivement. Bien, plus que ce que je m'attendais même, là, j'ai reçu beaucoup de messages via la publication Facebook. Donc, oui, j'ai plusieurs personnes qui m'ont approché pour divers projets, des projets de conversion de condos, des projets de dézonage de terrain, des projets de gestion de parcs immobiliers. Donc, je vais essayer de prendre le temps d'analyser tout ça. Heureusement, j'ai une belle équipe au bureau pour me soutenir là-dedans, mais on va voir où est-ce que ça va nous mener. Bien, moi, au début, quand j'ai vu la publication, là, j'ai fait... Est-ce qu'elle est encore dans l'immobilier? Je me suis dit, est-ce que c'est un changement de carrière? Là, je me suis dépêché d'aller voir. Je dis non, elle est encore chez Royal Lepage Origine. Elle est encore propriétaire de la bannière. Donc, il n'y a pas de changement de ce côté-là. Non, il n'y a aucun changement. Je suis propriétaire depuis bientôt 6 ans de Royal Lepage Origine. Comme je dis, j'ai tellement une belle équipe que mon entreprise s'autogère. Je suis là tous les jours, mais les bureaux de développement immobilier sont basés chez Royal Lepage. Donc, il n'y a rien qui a changé à ce niveau-là. Au 39 boulevard Saint-Luc. Exactement. Donc, pas très loin, évidemment, du boulevard du Séminaire. Oui. Là, en même temps, on est dans une séquence où, dans l'immobilier, on sait qu'il y a une rareté d'inscription. Il n'y a pas beaucoup de trucs à vendre en ce moment. C'est un marché, disons, qui est à l'avantage des vendeurs, beaucoup. Mais en même temps, même pour les développeurs, quand on regarde, je parle à des gens, moi, qui vendent leur maison en ce moment, puis ils ont des visiteurs de Belleuil, de Chambly, des gens issus de l'immigration, des gens qui sont à Montréal, pour qui le budget d'achat fait qu'ils regardent maintenant une région comme Saint-Jean. En vient donc l'étalement urbain, des projets de densification, de transformation d'immeubles. Donc, tout le volet d'immobilier, même dans un territoire comme Saint-Jean, va être appelé un peu à
à changer dans les prochaines années? Oui, si on fait référence au schéma d'aménagement qui a été fait par la MRC il y a plusieurs années, qui va peut-être être bientôt à revoir. Oui, il est à revoir. Exactement. Donc, peut-être que ça va nous laisser une latitude, justement, au niveau des changements de zonage puis des changements de vocation d'espace pour avoir une plus grande offre au niveau des habitations résidentielles. Parce qu'on regarde, évidemment, le contexte politique en ce moment fait qu'il n'y a plus beaucoup de politiciens qui veulent dézoner des zones agricoles, évidemment. Ça se comprend. Pas très, très vendeur, ça se comprend dans le contexte. Là, après ça, bien, je prends l'exemple comme ici dans le centre-ville. Là, dès qu'on veut modifier un bâtiment ou mettre 3-4 étages, on l'a vu entre autres avec le projet en arrière de l'église Saint-Gérard, où là, le quartier, ça crée beaucoup de mécontentement, d'incertitude. Est-ce que ma maison va baisser en valeur? Est-ce qu'il va y avoir du camionnage, de la circulation automobile? Exact. Donc, dès qu'on veut transformer, là, on tombe dans ce que moi j'appelle aujourd'hui l'acceptabilité sociale. Oui. Et c'est triste ce que je vais dire là, mais c'est pas tous les entrepreneurs qui ont le doigté pour jouer dans ce film-là. Effectivement. Ça, c'est important. Il faut avoir une vision. Quand on parle de dézonage de terres agricoles, les projets que j'ai eus ou que j'ai en cours, c'est pas des dézonages de terres agricoles qui sont cultivées, qui sont vraiment maximisées à ce moment-ci. On parle, par exemple, d'une terre agricole où est-ce qu'il n'y a pas possibilité de cultivation parce que c'est dans un milieu humide, où on est trop près des résidences des voisins, qu'il y a des Donc, c'est de développer ces terres agricoles-là. C'est pas de cibler les terres agricoles qui sont cultivées. Il y a une très grosse différence à faire. OK. Donc, bref, mais ça met un peu la table sur la future façon de faire du développement. Oui. Comme je dis, la rareté des propriétés à vendre aujourd'hui, la densification qui est tant souhaitée par nos politiciens aujourd'hui dans nos villes, bien ça demande des modifications à des immeubles existants ou à des dézonages ou à des changements d'assignation. Une ouverture d'esprit de la part de tout le monde, je pense. Et, comme je le disais, d'acceptabilité sociale. Donc, le fardeau revient toujours aux promoteurs de convaincre, surtout s'il y a un changement de zonage. Exact. Où les citoyens, les riverains ont droit de vie ou de mort sur ton projet. Donc, tu es bien mieux de te présenter comme du monde. Exactement. Sans ça, tu vas te faire barrer la route. Là. Bien, si le projet n'a pas d'impact sur la vie d'autrui, ou l'impact est minime et qu'elle ne sera pas désolante, je ne vois pas pourquoi le projet serait mal perçu quand on l'apporte d'une bonne manière. D'une bonne façon. Aujourd'hui, les gens sont très... réticents. Très réticents. Donc, ça, je dis, ça prend du doigté et du conseil pour y arriver. Oui, effectivement. Donc, AB, développeur économique. Oui. C'est la nouvelle bannière de Audrey Bédard qui peut vous aider dans vos projets, dans vos idées et amener à terme, évidemment, vos projets futurs et toute cette complexité qu'on peut avoir quand on est en relation avec les appareils gouvernementaux ou municipaux, bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Reste avec nous, on vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et William Julien. William, cette semaine à Sport Express. Karel Brassard pour le hockey adapté, festival qui a lieu en fin de semaine à l'Aréna municipale. Exactement, le 27 mars. Et on a une petite recrue. Ah oui, il n'est pas invité cette semaine, Yannick. Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Petite mise à jour du côté de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Pourquoi? Parce que le gala de l'excellence en présentiel va se tenir le vendredi 3 juin. Mais actuellement, on est fin mars, bientôt début avril. Et là, c'est la fin des périodes de mise en candidature parce que pour avoir un gala, encore faut-il avoir des entreprises qui sont en candidature dans les différentes catégories en question. Pour en parler avec nous, le directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu, Michel Milot. Salutations. Bonjour. Là, les mises en candidature se terminent... Vendredi 25 mars, 23h59. 23h59. Donc, Oui. il reste que quelques jours. Exactement. Combien de catégories? 14 catégories. 14 catégories. Oui. Bon. Jusqu'à date, là, vous avez combien de candidatures reçues? 12. OK. Mais à pareille date,
une semaine avant l'échéance, il y a Oui. 2-3 ans, Oui. c'était-tu pas mal la même affaire? On était à 14. Bon. Donc, les gens ont la très, très mauvaise habitude d'envoyer ça à la dernière minute, ce qui crée un stress totalement inutile. Ils ont la bonne habitude de nous stresser à la permanence, effectivement. C'est vraiment de dernière minute, même que... Mais c'est pas anormal. C'est pas normal. OK. Mais même qu'il y en a qui ont déposé à minuit 3, qu'on a dû refuser là, la dernière fois qu'on a fait... J'ai déjà vu, puis là, ben, je vais te poser la question tout de suite, parce que je l'ai vu dans d'autres chambres de commerce Oui. au Québec, qui, dans certains cas, pour X raisons, les gens, des fois, sont à la dernière minute. Ouais. Puis on comprend, là, il y a de la paperasse à remplir, il faut préparer l'entrevue. Puis là, les gens se disent « Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, je ferai ça une autre année. » Ouais, mais... tu sais. Dans certains cas, j'ai déjà vu des chambres de commerce extensionnées de quelques jours, voire une semaine. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez envisager ou si c'est compliqué de faire ça? On peut l'envisager, mais c'est compliqué, j'explique, parce que on a une semaine pour préparer tous les cahiers, tous les documents, envoyer ça au jury, qui sont déjà cédulés le 4, 5, 6 avril. OK. Donc, si je repousse la date limite, je dois repousser le jury, donc je reprends rendez-vous, puis il y en a qui ne seront pas nécessairement disponibles. Puis, tu sais, à part un jury, là, un jury et demi, c'est tous des gens de l'extérieur. Il n'y a personne de Saint-Jean. Donc, ça devient compliqué. Là. Fait que, il est fort possible que je sois à la recherche de d'autres jurys si je fais ça. OK. Mais ça, c'est pas le plan A. C'est loin, loin du plan. Bon. Mais en même temps, revenons à ce qu'on disait. Donc, vous avez 12 candidatures de reçus. Mais au dernier gala, en 2019, vous aviez eu quoi, une cinquantaine de candidatures? 47 candidatures. 47 candidatures. Oui. Puis à pareille date, vous étiez à peu près à 14. Exactement. Bon, 14 sur 47. Oui. Là, on en a 12. 12. Donc, en principe, ça va finir par rentrer. Exactement. Sauf que là, il y a le phénomène de la COVID, où depuis 2 ans, les gens sont un peu absents. Évidemment, il n'y a pas eu vraiment... Il y a eu un gala, celui qu'on a fini en virtuel il y a 2 exactement. ans. Là, il n'y en a pas eu l'année passée. Là, cette année, au début, on voulait le faire en présentiel. Après ça, on le faisait en virtuel. Oui. Là, finalement, les mesures ont changé. Vous êtes revenu à la formule initiale de le faire en présentiel. Mais encore là, vous ne pouviez pas faire ça là, pendant des semaines. Il fallait se brancher, comme on dit. Il faut trancher. À un moment donné, il faut trancher parce qu'en virtuel, il faut louer un studio. C'est beaucoup, beaucoup... Ben, les deux, c'est beaucoup de travail, mais C'est le pas la travail même affaire. est différent. Exactement. Donc, nous, on préfère en présentiel, naturellement, là, de voir des humains. Puis là aussi, le feeling des gens qui gagnent sur place versus en virtuel. Bon. Puis là, les catégories, c'est quoi? Économie sociale, agriculture... Ouais. Art, sport, culture, industriel, Entreprise de tourisme, services, entreprise de services, restauration. commercial, démarrage d'entreprise. Puis vous avez des catégories, des fois, plus de temps d'employés, moins de temps d'employés, Oui. là? Dépendamment de combien de candidatures qu'on va recevoir. Exemple, commerce de détail. Je reçois 10 candidatures. On va le scinder. On va le diviser en 2. Donc, on est capable d'en garder 8 sur 10. Et si on en a 12, on va le scinder comprends. différemment. Mais on essaie de travailler ça pour garder le plus de gens possible puis que tous ces gens-là aient toute la belle visibilité qui s'est. Avez-vous quand même plusieurs entreprises en ce moment avec qui vous êtes en contact, là, puis ils sont en train de le préparer, le Oui. cahier de candidature, là? Oui, on a plusieurs. Si tout le monde qui dit oui le font, on va être dans la quarantaine, là, je vais être très, très satisfait. À ça, il y en a qui disent oui, qui ne déposent pas. Et il y a des surprises aussi. On reçoit des mises en candidature qu'on n'avait pas prévues. C'est vrai. Donc, un dans l'autre, ça devrait s'équilibrer. Mais tu sais, on rajoute la COVID à ça cette année qui nous fait un petit stress de plus à la permanence parce que je disais aux filles au début de la semaine puis la semaine passée, c'est comme la dernière fois, on stresse. Oui, mais il y a la COVID. Oui, mais il y a la COVID. Fait que, Donc, vendredi, 25 mars, 23h59, c'est l'heure limite pour envoyer vos cahiers de candidature, votre inscription aux différentes catégories du Gala de l'excellence de la Chambre de commerce. Après quoi, bien sûr, vous allez préparer donc les séances avec le jury. Exact. Là, tu me disais que le jury, majoritairement, donc les gens viennent de l'extérieur. Oui, j'ai une seule personne qui va être là les 3 jours qui vient de Saint-Jean. Et puis, j'ai une autre journée qu'une personne de Saint-Jean. Mais sinon, le reste, c'est tout de l'extérieur. Puis, c'était pareil aussi, il y a 2 ans. On essaie d'aller chercher une impartialité le plus possible. Je veux revenir au cahier de candidature. Là. On l'a abrégé beaucoup dans les dernières années, mais on offre de l'aide. On a des gens qui peuvent faire la rédaction. Donc, j'ai pas le temps, c'est pas une excuse. OK. On offre de l'aide, puis il y en a qui sont prêts, là. Ils savent que c'est vendredi, 23h59. Ils attendent le téléphone, puis ils sont prêts. Bon, autre chose importante,
contrairement à d'autres chambres de commerce au Québec qui tiennent des galas, chez vous, le cahier de candidature, oui, évidemment, il y a une certaine valeur à l'appréciation de la note finale, mais l'entrevue, c'est majeur parce qu'il y en a beaucoup qui ne passent pas les entreprises en entrevue. Et ce n'est que le cahier de candidature que le jury évalue. Oui. Puis des fois, bien, tu as beau transmettre ton idée sur un bout de papier, c'est jamais comme la vendre avec 3-4 personnes assises devant toi, là. Exactement. Puis c'est seulement que 10 minutes de pitch de vente. Donc, c'est 50 la note du cahier, 50 l'entrevue. L'entrevue est très importante parce qu'il y en a qui ne sont pas nécessairement bons en rédaction ou le contraire. Ou le contraire. Puis ils vont chercher leurs points, sont un meilleur pitcher de vente, puis ils vont chercher leurs points, puis ils sortent gagnants. Donc, mais moi, à la base, tu déposes, tu es déjà gagnant avec tout ce qui s'y rattache. Bien, c'est souvent ce que je dis, moi, à des entreprises qui hésitent. Ah, c'est du trouble, il faut remplir ça. Puis, on est tous occupés. Tout le monde est occupé, là. Mais en même temps, je dis à ces personnes-là, même si tu ne gagnes pas, ça donne de la visibilité. Énorme. Ça donne un rayonnement. Pour parler, moi, à plusieurs entreprises qui ont été gagnantes, ou même celles qui ont juste été en nomination, elles ressentent des effets. Oui. Toi-même, du temps, tu étais propriétaire du Provigo, tu as senti des effets, là? Longtemps après le gala. Je parle de 2-3 ans, je me faisais encore parler du gala. Donc, c'est énorme, là, toute la visibilité qui s'y rattache, là. Comme vous le faites en présentiel, et là, j'ai vu que vous avez maintenant mis en vente les billets. Oui. Les billets qui sont à 230 par personne. Oui. Vous les avez très, très légèrement montés. Oui. Pourtant, l'inflation, elle, est beaucoup plus élevée que votre petite augmentation. Oui, des longues discussions, des longs moments de réflexion parce que tout ce qui est technique là, on parle de presque 30 d'augmentation. Les repas, on a eu une bonne augmentation aussi parce que, comme le panier d'épicerie, tout s'ensuit. Tout a monté. Par contre, on ne pouvait pas faire suivre le prix du billet là, à 230 tu y vas accompagné, tu es déjà à 460 tu n'as pas mis la main dans ta poche pour peut-être rajouter des consommations à quelque part dans la soirée. Donc, on va diminuer les profits pour présenter un gala puis faire reluire nos entreprises de la région. Bon. En temps normal, le gala a toujours attiré, 600, 700 personnes presque dans certains cas? 700, oui. Ça, je sais que c'est une appréhension de beaucoup d'organisateurs, puis j'en ai rencontré dans les dernières semaines là, qui ont des vins, fromages, puis des activités. Puis là, tout le monde se dit, on va être capable de vendre nos billets cette année? Est-ce que les gens, avec la COVID, vont avoir peur de venir dans un événement où il y a beaucoup de monde? Et à la surprise générale, les billets se vendent comme ça. Là, ça fait pas tant longtemps que vous les avez mis en vente. Mais avez-vous, vous aussi, comme les autres, une certaine appréhension à savoir est-ce que le monde va être au rendez-vous? Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est une des plus belles soirées là, de la région, je trouve, là, le Gala de l'Excellence. Ça fait à peine une semaine qu'on a mis les billets en vente. On a déjà presque 15 tables de vendus. Donc, 150 personnes déjà qui sont inscrites. Ouais. À ça, on n'a pas encore mis nos partenaires, là, les échanges de services qui ont des billets. On n'a pas mis les candidatures qui vont être là aussi. Donc, moi, je suis. Donc, vous êtes assez confiant de remplir la salle, là. Oui, je suis très confiant là, entre 6 et 700. Là, OK. Oui. Donc, vendredi 3 juin, au Collège militaire royal de Saint-Jean, le Gala de l'excellence de la Chambre de commerce, animé par Anouk Meunier. Anouk Meunier. Bon. Autre truc que je voulais qu'on jase, c'est les tests rapides de la COVID. Oui. Parce que la COVID existe encore. Il y a probablement des gens dans votre entourage qui sont malades, qui viennent juste de l'attraper, qui ont peut-être des symptômes. Puis surtout, là, le télétravail, il y en a encore, mais la plupart des entreprises ont ramené leur monde, peut-être pas en tout temps, mais disons 2-3 jours semaine. Mais là, si on a des symptômes, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, bon, personnellement, on est supposé avoir des tests, là, mais c'est pas tout le monde qui est allé à la pharmacie en chercher. Exact. Là, de ce que je comprends, vous êtes rendu comme un dealer de tests rapides, c'est ça? On est un fournisseur de tests rapides, exactement. On a eu la chance, par l'entremise de la Fédération des chambres de commerce du Québec, de pouvoir appliquer sur ce projet-là, de devenir un fournisseur de tests rapides dans notre région, gratuitement, membres et non-membres. Okay. Les tests sont fournis par le gouvernement du Canada et du Québec. Donc, on a déposé notre candidature, on a été retenu. On a reçu 15 000 tests le vendredi matin. 15 000? 15 000 tests. Donc, on donne gratuitement à chacune des entreprises 2 tests par employé. On arrondit, c'est des boîtes de 10. Elles sont un petit peu différentes des boîtes qu'on connaît.
mais c'est les mêmes tests, là, nasal, c'est la même chose. Fait que, ça fonctionne par rendez-vous. C'est CIHR.ca. Quand tu arrives là, il y a un pop-up qui allume, test COVID, remplis le formulaire, on s'assure de l'éligibilité de l'entreprise parce que nous, on fait 200 employés et moins, 200 employés et plus, bien, eux autres, ils se fournissent directement. Les grosses compagnies sont capables de s'approvisionner, Exact. mais on peut comprendre que pour des Oui. PME, ça peut être plus complexe. Exactement. Après Donc, ça, on envoie un lien calendrier, la personne prend un rendez-vous avec nous, puis on y remet les tests. Bon. Dernier sujet, on l'a vu dans l'actualité des dernières semaines. Moi, je pensais pas que c'était mort et enterré, mais disons que j'étais un peu surpris de dire, hein, le fameux projet de centre de congrès qu'on parle depuis à peu près une vingtaine d'années, qu'on devait faire à côté de l'hôtel, puis du motel Harris à côté. Là, il y a comme une intention de ramener ça à l'avant-plan, si on veut. Il y a une renaissance. Ça vient d'où? Bien, ça vient de la ville, ça vient des élus qui ont partagé l'idée de ramener ça pour c'est un sondage public. Ouais. Donc, je pense que c'est important de donner son opinion. Puis c'est important, ce centre de congrès-là. On a vu Saint-Hyacinthe qui avait un centre de congrès qui ont démoli. Ils ont été Et qui ont reconstruit. Et qui ont reconstruit. Puis Saint-Hyacinthe, on s'entend, c'est pas une population de 100 000. 60. 60 000. Mais ils sont sur le bord de la 20, Oui. entre Montréal et Québec. Nous, on est entre les États-Unis puis le Québec. Puis des salles de réception, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Ceux qui organisent des événements, là, c'est tout un défi. Là. Il n'y en a Oui. pas tant que ça, des salles. Là. Il n'y en a pas beaucoup. Puis l'hôtel, malheureusement, n'a plus de salle, il n'y a plus de repas. Ouais. Donc, il faut faire affaire avec un traiteur externe. C'est un petit peu compliqué quand tu veux louer une salle, là, dépendamment des sujets là, aussi, parce que ça aussi, c'est regardé. Mais oui, ça devient compliqué. Puis, si on veut avoir des événements d'envergure dans Saint-Jean, on n'est pas capable de coucher 5 000 ou 2 000 ou 3 000, peu importe la quantité, mais on a une limite qui est assez rapidement atteinte. Donc, il faut les envoyer à l'extérieur de Saint-Jean. Bon, ben, content de voir que ce projet-là revient à l'avant-plan. Tant mieux. Oui. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine. Restez avec nous. On vous revient après ceci. L'alimentation en Nouvelle-France, c'est la thématique d'une conférence qui sera prononcée le dimanche 27 mars au domaine Trinity à Iberville. On recommence à avoir des événements à vocation culturelle, notamment des conférences. Donc, si vous avez de l'intérêt, renseignez-vous sur maculture.ca. Entre-temps, commentaires, suggestions, tout simplement, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.